Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, dans l'émission Sortir du capitalisme avec notre invité Benoît pour discuter, après avoir longuement critiqué l'altercapitalisme keynésien de Frédéric Lordon, nous allons maintenant discuter et critiquer son national-étatisme, alors qui est notamment développé à la fois dans ses articles très protectionnistes du monde diplomatique et aussi dans son livre Imperium qui est paru aux éditions La Fabrique il y a quelques mois. Alors du coup, peut-être qu'on pourrait commencer par du coup justement une critique de cet ouvrage d'Imperium qui développe une idée de manière très métaphysique, très philosophique, selon laquelle il y aurait toujours eu de l'État, il y aurait de l'État partout, puisque c'est ce que Lordon appelle l'État général, et cet État général serait partout, puisque dans toutes les sociétés il y aurait de la verticalité, puisque dans toute société il y a des normes, des valeurs auxquelles les individus doivent se plier. Et d'un point de vue, cette fois-ci non pas métaphysique et philosophique, quand on fait de l'histoire et qu'on considère que les structures sociales varient d'une époque à une autre époque et qu'elles doivent donc être nommées différemment, quelqu'un comme l'historien Jérôme Bachet expliquait que l'État, ça n'existe pas au Moyen Âge. Au Moyen Âge, il y a des seigneuries, il y a l'Église, il y a une monarchie, il y a une papauté, il y a un empire, etc., etc. Mais il n'y a pas d'État, au sens où il n'y a pas une gigantesque bureaucratie impersonnelle qui domine un territoire, un peuple donné et qui a le monopole de la violence légitime. Si on prend juste la définition de Max Weber, qui est quand même une définition assez minimale de l'État, il n'y a pas toujours eu de l'État. L'État est une création, une structure qui émerge progressivement à partir de la monarchie absolutiste et en Angleterre à partir donc en France comme en Angleterre, disons, ça commence au 15e, 16e siècle avec la révolution des armes à feu, la concentration des ressources fiscales, l'affaiblissement des seigneuries et de l'Église, etc., etc. Et on peut dire véritablement que l'État moderne naît en Angleterre au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle, et en France avec la Révolution française. Et du coup, pour discuter, je pense sereinement du national-étatisme de Lordon, la définition de l'État qu'on aura dans l'émission, c'est que l'État, c'est une structure socio-historiquement spécifique, c'est une structure qui émerge véritablement en France au moment de la Révolution française et qui est marquée et qui est une structure qui, contrairement à la monarchie, n'est pas une structure de domination personnelle d'un monarque, de sa cour, d'une aristocratie, etc., etc. Mais c'est une structure de domination impersonnelle. C'est-à-dire que les gens qui occupent les plus hautes fonctions dans l'État moderne sont des gens qui changent. Ce sont des hauts fonctionnaires, ce sont des ministres, ce sont le président de la République, ce sont des députés, etc., etc. C'est-à-dire que bien sûr, évidemment qu'il y a évidemment une classe dominante dans le capitalisme, mais il y a quand même quelque chose de différent entre la monarchie absolue, qui emploie très peu de fonctionnaires, qui est avant tout basée, qui est finalement une extension du féodalisme, de la logique de domination personnelle des paysans par les seigneurs. Et l'État moderne, c'est quelque chose de complètement différent. C'est une structure qui comporte une armée professionnelle qui est payée par des impôts qui sont levés nationalement. L'État contrôle tout un territoire. Il n'y a pas des 50 000 seigneuries sur ce territoire, il n'y a que lui. C'est une structure qui possède également une police, qui possède une énorme bureaucratie et qui est donc centralisatrice, hiérarchique, bureaucratique, etc. Et donc à partir de cette définition-là, contrairement à ce que dit Lordon par exemple, le zapatisme n'est pas non plus une structure horizontale, puisqu'il y a quand même une armée zapatiste de libération nationale qu'on peut d'ailleurs largement critiquer.
mais il n'y a pas non plus d'État au sens où il n'y a pas une structure qui revendique le monopole de la violence légitime, qui est extrêmement hiérarchique, qui centralise des impôts, etc., etc. Et donc du coup, ce qu'on peut critiquer chez Lordon, finalement, c'est que il n'y a plus de discussion sur l'État qui est possible, puisque pour lui, l'État, c'est tout. Tout est État. Dès qu'il y a de la verticalité, il y a de l'État. Et par exemple, pour lui, le communisme libertaire et sa fédération mondiale, c'est encore de l'État, c'est toujours de l'État, tout est de l'État. Et donc finalement, on ne peut même plus critiquer l'État comme une des formes de structure sociale possible, puisqu'il y a aussi la commune, il y a aussi la fédération de communes, etc., etc. On ne peut plus la critiquer, puisque pour lui, l'État, c'est tout. Et je pense que c'est une position qui est extrêmement dangereuse, politiquement, parce que ça ferme tout horizon d'émancipation au-delà de l'État. Ça ramène toutes les expériences sociales, révolutionnaires de toutes les époques à la même chose. C'est-à-dire que finalement le communisme libertaire et le stalinisme, c'est la même chose. Et je pense que c'est extrêmement dangereux. Et en plus, c'est historiquement vraiment très critiquable. Et à part les historiens bourgeois qui considèrent qu'il y a toujours eu du capitalisme, toujours eu du travail, toujours eu de l'État, et finalement, du coup, on se demande pourquoi est-ce qu'on fait de l'histoire, puisque tout a toujours existé de tout temps. Donc on se demande pourquoi est-ce qu'on fait l'histoire de l'État, par exemple, puisque il y a toujours eu de l'État. Il a toujours été à peu près pareil. Alors Lordon parle d'État capitaliste et tout ça, mais globalement, c'est la même chose. Et donc, du coup, ça ferme l'horizon de l'émancipation. Ça met dans la même case des choses qui sont très différentes. Le communisme libertaire, ce n'est pas de l'État. Il n'y a pas de bureaucratie, il n'y a pas de hiérarchie. C'est une structure qui est horizontale, qui vient du bas, même si on a eu une discussion là-dessus. Disons qui vient de la base, qui ensuite éventuellement peut remonter au niveau de la fédération. Mais cette fédération, ce n'est pas une bureaucratie, c'est simplement le fait que tout le monde s'accorde sur un minimum de principes communs pour ne pas s'entretuer. Et éventuellement, on fait des choses ensemble entre communes. Mais ça n'a rien à voir évidemment avec l'État qui essaye de nous vendre Lordon, qui est un poison pour l'émancipation, qui est quelque chose qui réduit la différence des expériences et qui est en plus faux historiquement. Voilà. Alors donc du coup, on est toujours donc avec Benoît. Alors toi, quelle est la critique que tu ferais du national-étatisme de Lordon, disons en complément de celle que j'ai pu faire de Imperium? Oui, effectivement, sur ces données historiques, tu as raison de rappeler ça. Et il y a aussi des données, je dirais, presque épistémologiques qu'il faut prendre en compte avec Lordon, parce qu'il prétend se situer aussi sur un terrain philosophique. Donc, c'est aussi un terrain philosophique qu'il faut, au sens critique, qu'il faut développer pour critiquer Lordon. Et donc, Lordon, sur deux plans, il va essayer de considérer qu'il y a une sorte de ce qu'il appelle état général. Donc, l'état général chez Lordon, c'est justement ce que tu dis, ces éléments de verticalité, voire de transcendance du social, qui vont se cristalliser par exemple dans des institutions, éventuellement autoritaires, qui vont réguler en retour le social, donc comme une rétroaction. Et ces éléments de transcendance, chez Lordon, ils sont définis essentiellement à travers deux arguments. Moi, j'ai vu deux arguments essentiels, il y en a certainement d'autres, mais les deux arguments essentiels, c'est des arguments qui sont très théoriques, ou en tout cas qui sont issus de données très théoriques. Le premier argument, c'est une certaine interprétation du principe holistique de la sociologie de Durkheim. Donc Durkheim explique que le social, c'est une totalité qui sera plus que la somme de ses parties, qui excède la somme de ses parties et qui définit une forme de transcendance nécessaire du social sur ses parties. Donc déjà, c'est assez étonnant de vouloir fonder quelque chose d'extrêmement matériel et politique comme étant général et presque transhistorique que serait l'état général, sur une base juste méthodologique de la sociologie. C'est quelque chose d'extrêmement idéaliste et qui étonne parce que Durkheim définit d'abord une méthodologie pour la sociologie qui effectivement peut avoir un impact
au moins médias dans la façon dont le social s'organise. Mais pour autant, on n'imagine pas immédiatement qu'une méthodologie des sciences humaines, en plus très moderne cette méthodologie, puisse définir que presque une nécessité de la verticalité de toute socialité en général. Même la socialité qui est bien antérieure à celle qui aurait été pensée par Durkheim. Donc de ce fait, ici, on voit une façon de considérer déjà que une sociologie durkheimienne, qui est très ancrée voilà, dans son moment historique moderne, pourrait définir une nécessité transhistorique, même très moderne. Donc c'est déjà possiblement voilà, un élargissement qui paraît peu légitime. Et d'autre part, il y a l'idée qu'une pure méthodologie, justement sociologique, va pouvoir définir la nécessité d'institutions au niveau matériel. Donc ça apparaît pas très rigoureux, et surtout pas forcément utile, on dirait plus un argument rhétorique, qui correspond pas à un souci de décrire la réalité, mais juste de faire des effets de manche philosophiques qui embrouillent plus la compréhension qu'ils ne la permettent. Oui, d'ailleurs, on se demande si c'est pas un petit peu l'objectif pour finalement, parce qu'il a un ton dans l'ouvrage qui est très condescendant vis-à-vis des libertaires qui sont considérés comme de gentils utopistes, primitivistes, qui n'ont rien compris à rien. Ça, j'aimerais bien qu'on en parle justement plus tard. J'ai vraiment une idée là-dessus qui peut être décisive à lui opposer sur cette question de l'internationalisme, justement, qui va tourner plus ou moins en dérision, même s'il avait essayé de dialectiser sa position pour dire qu'on peut tendre vers l'universel, mais de façon extrêmement problématique. Bah vas-y, développe là maintenant. Ouais. Non, je préfère venir sur le deuxième argument. Ouais. On va faire les choses une à une, mais concernant Spinoza maintenant, parce que c'est Spinoza le deuxième argument pour dire qu'il y a un élément commun, un élément du commun qui nécessite voilà, une transcendance du commun aussi, c'est les affects communs que Spinoza va pouvoir définir, par exemple, aussi dans sa théorie de la connaissance, parce que chez Spinoza, les affects communs, c'est ce qui fait qu'on peut connaître le général. Donc les affects communs chez Spinoza définissent, selon lui, pareillement, une nécessité de la verticalité, de la transcendance du social. Bon, je vais un petit peu vite, je pense que c'est beaucoup plus nuancé que cela chez lui, mais c'est l'idée de base. Et ces affects communs, ils sont d'abord essentiellement passifs, et en particulier dans le sentiment national. Donc c'est des affects communs qui sont d'abord très particuliers, et qui sont un ancrage, un sentiment d'appartenance à un commun qui est particularisé. C'est vraiment une de ses thèses. D'où l'idée que l'État lui-même, l'État général, de façon moderne, il va se cristalliser dans un sentiment national, mais qui d'abord est passif. Il donne souvent l'exemple du supporter de foot, etc., qui se sent appartenir à une nation ou à un pays, qui soutient son équipe nationale par exemple, mais c'est de façon assez passive, sans forcément une réflexion critique et sans forcément une appartenance par exemple à des valeurs définies au niveau politique, mais c'est quelque chose qui relève plutôt d'un sentiment de massification des consciences, etc., dont aura pu parler par exemple Jean-Marie Brome dans ses essais critiques sur le football spectacle. Donc du coup, ces deux éléments-là sont extrêmement théoriques, c'est ce que je trouve. Et surtout sont extrêmement ancrés historiquement. Spinoza, c'est la Hollande libérale. On va parler tout à l'heure de Spinoza et le danger d'un recours un peu naïf à Spinoza pour critiquer le capitalisme. Mais on peut déjà dire que Spinoza, c'est aussi une certaine pensée de la République, qui est très noble à l'époque de Spinoza, qui est très subversive aussi d'une certaine manière, mais qui est très ancrée historiquement, qui émerge avec justement l'émergence de formes d'économie libérale en Hollande au XVIIe siècle qui sont très situées. Et donc de ce fait, moi ce que je vais reprocher à Lordon, c'est justement d'utiliser des arguments très modernes et des arguments très idéalistes à partir de méthodologies ou de théories des affects qui sont assez théoriques pour définir cet état général et cet état qui est aussi un état-nation général, puisqu'on voit qu'avec Spinoza, l'affect commun définit aussi un sentiment d'appartenance particulier. Donc ce que je veux dire, c'est que cette double référence à Durkheim et à Spinoza ne voit pas qu'elle est elle-même ancrée dans une modernité problématique, qu'elle est ancrée dans un discours théorique lui aussi problématique. Mais ce qu'on pourrait retenir simplement, c'est que justement, si c'est Durkheim et Spinoza qui nous disent ça, ils sont bien en train de décrire l'émergence de l'État-nation moderne. Et finalement, l'idée même d'un État général s'auto-contredit si elle a ces deux références, il me semble. Mais là, c'est extrêmement théorique, il faut dépasser ce terrain, il faut aller sur le terrain historique, comme tu disais. Et juste, je précise une dernière chose.
on aura pu dire, j'ai eu ce genre de remarque, que d'une certaine manière, on ne peut pas dire que Lordon naturalise l'État-nation. Et c'est vrai, il reconnaît que c'est une construction socio-historique. Là-dessus, on ne peut pas le lui reprocher. Il dira juste que c'est une construction socio-historique qui a un fond commun, presque transhistorique, qui est une forme de verticalité qu'on retrouve un peu dans toutes les sociétés. Donc il reconnaît que l'État-nation moderne, et la nation en particulier, sont des constructions socio-historiques, mais pour autant, on peut quand même considérer qu'il naturalise ces formes, parce qu'il va les ancrer dans une nature humaine des affects. Et donc c'est ça l'idée de la naturalisation, c'est pas l'idée de nier que ce soit socio-historiquement construit, c'est l'idée, par exemple avec Spinoza qui décrit vraiment la nature des affects totalement transhistorique, c'est la nature humaine presque qui définit Spinoza, et à ce moment-là on a vraiment une naturalisation du sentiment national, d'abord un sens passif, on va voir qu'il y a peut-être un sens actif ensuite qui peut s'activer, mais pour l'instant dans un sens passif, qui est extrêmement problématique quand on réfléchit à voilà, les critiques qu'ont pu adresser des personnes comme Jean-Luc Nancy ou Lacou Labarthe concernant le sentiment national qui, dans la modernité, émerge vraiment chez les romantiques allemands, qui donne lieu à des affects communs passifs qui créent une massification des consciences, voilà, qui peuvent être face aux sentiments de sublime, d'horreur ou d'extase. Voilà, ces choses-là préparent, nous disent ces auteurs, dans le mythe nazi par exemple, prépare les bases pour le totalitarisme. Oui, la peste émotionnelle. Ouais. Voilà, la peste émotionnelle. Je dis pas du tout que c'est ce que Lordon veut faire, je crois qu'il est plein de bonnes intentions, mais il manipule, et d'ailleurs Spinoza lui-même aura pu influencer parfois certains pré-romantiques, ou au moins directement comme Rousseau, donc il y a quand même quelque chose qui se joue là, mais pour autant, il y a quelque chose de dangereux à vouloir insister sur le fait qu'à la base, il y a cette... Et de le cristalliser, je pense qu'il faut dépasser ça. Oui, à naturaliser la nation. Je pense que ça existe, ce qu'il décrit existe. Déjà, c'est quelque chose de très moderne, je pense, pas du tout de transhistorique. Et il dit que la nation est moderne de toute façon. Donc ça existe, mais si ça existe, je pense qu'il faut plus penser à le dépasser, plutôt qu'à de le cristalliser voilà, dans des institutions. Et je trouve qu'il ne nous donne pas assez les moyens de dépasser ça. Il a tendance plutôt à ménager, voilà... sur une base très naturaliste et essentialiste. Mais naturaliste pas au sens non construit, au sens reposant sur une nature des affects. C'est ça que je veux dire. Ouais, et d'ailleurs, les romantiques allemands revendiquent eux-mêmes le caractère socio-historiquement construit de leur nation, puisque de toute façon, cette nation était en train d'émerger au moment où ils pensaient ça. C'est ça. Ouais. Voilà, en pensant à s'ancrer dans la mythologie grecque, par exemple, pour se trouver un héritage. Ils ont construit tout ça. Ouais, mais ils l'ont construit sur une espèce d'affect. Ouais, d'affect allemand. Voilà, de Stimmung, voilà, d'être affecté, qui relevait, selon eux, souvent, d'une nature humaine. Voilà, chez Herder, par exemple, c'est assez clair. Chez Herder, le particulariste allemand, c'est assez clair. Et c'est des formes de culturalisme qui aujourd'hui sont assez dangereuses. Et elles ont été bien décrites par, dans un ouvrage qui critique aussi... les pièges de l'identité culturelle. Voilà, les pièges de l'identité culturelle. Je ne sais plus comment s'appellent les anthropologues qui ont écrit ça, mais en tout cas, voilà. Donc, voilà, je résume juste ce que je dis. Je pense qu'il y a quelque chose d'un peu ambigu sur cette idée d'état général déjà qui n'est pas très rigoureuse, surtout si on se réfère à deux penseurs très modernes pour essayer de la fonder. Sur cette idée d'une naturalisation du sentiment national qui n'est pas assez dépassée chez Lordon, et qui débouche sur l'incapacité apparente à dépasser cette forme de l'État-nation. Donc là, c'est extrêmement philosophique, mais je pense qu'on peut voir, le plus intéressant, c'est de voir quels sont les enjeux politiques. Il y a un enjeu politique, effectivement, si on dit que l'État-nation n'est pas dépassable, c'est un problème. Je voudrais juste rebondir sur deux trucs. D'une part, quand tu dis... Lui, que Lordon admet finalement que la nation, elle est construite socio-historiquement, mais qu'elle repose sur la nature humaine des affects. Ça me fait penser aussi au concept d'anthropocène, parce que l'idée d'anthropocène, c'est pas forcément c'est les hommes préhistoriques qui ont initié le dérèglement climatique actuel, mais c'est plutôt les hommes se sont rapidement définis par la maîtrise du feu. Et c'est cette nature humaine pyrophile qui, à un moment, parce qu'il y a eu la machine vapeur qui est apparue comme ça, en 1784, qui a fait qu'on est basculé dans le dérèglement climatique, voilà, parce que les hommes, ils aiment bien jouer avec le feu, quoi. Depuis très longtemps, mais c'est vrai que c'est récemment que ça pose des problèmes. On est dans le même type d'arguments, dans des arguments qui
à mon avis, sont vraiment le contraire d'une analyse critique socio-historique qui vise plutôt à naturaliser et à mon avis à rassurer le bon peuple sur le fait, mais non, tous vos sentiments sont naturels et tout ça. Et le deuxième truc que je voulais dire, c'était que je pense qu'il confond donc deux choses. Si on prend deux antinomies assez fortes, c'est-à-dire la différence entre l'État bureaucratique soviétique et le communisme libertaire d'Aragon de 36-38 qui a été décrit dans une précédente émission des Gymnénologues, on a d'une part la base, c'est-à-dire les habitants des communes, qui auto-institutionnalisent des institutions qu'ils vont eux-mêmes maîtriser, qui certes vont les transcender. À un moment ils disent bon bah ça va être ça le règlement entre guillemets de la commune, mais ce règlement de la commune ils peuvent aussi le défaire. Ils peuvent décider dans une assemblée, dans n'importe quelle assemblée, ils peuvent dire ça marche pas le système de la collectivisation forcée, on va laisser les gens qui peuvent rentrer s'ils veulent. Ils peuvent comme ils auto-institutionnalisent quelque chose, certes ces institutions qu'ils posent, elles les transcendent, ils doivent obéir aux règles qu'ils ont eux-mêmes posées chaque jour, sans forcément les remettre en cause à chaque seconde. Mais ils ont déjà une possibilité quand même de les contourner qui est un peu plus forte, vu que c'est eux qui l'ont mis en place. Et d'autre part, ils peuvent aussi défaire ces institutions. Alors que l'État bureaucratique soviétique, ou même les États modernes de manière générale, c'est une institutionnalisation par le haut, qui est figée, qui est hiérarchique, et les gens il n'y a pas de possibilité de défaire les institutions. Aujourd'hui, on n'a pas de possibilité, même si tous les gens dehors dans la rue disaient, c'était un petit peu d'ailleurs l'illusion à Nuit debout, on va tous se réunir et on va se mettre à décider autre chose que ce que décide l'État. Oui, le problème c'est que l'État, c'est pas la somme des citoyens, c'est une structure hiérarchique, bureaucratique, qui dispose de moyens fiscaux énormes, de moyens militaires, de moyens policiers. Et donc, je pense que, bon, pour finir, je ne vais pas non plus m'étendre là-dessus, mais appeler État général le communisme libertaire et l'État bureaucratique moderne, c'est un piège pour l'émancipation et c'est, à mon avis, faux d'un point de vue socio-historique, quoi. Ouais, je vais rebondir sur ce que tu dis. Il y a deux plans vraiment à considérer et deux points de tension avec Lordon sur cette question-là. C'est une question de rigueur théorique, premier point de tension, et qui est immédiatement liée à un souci politique de naturaliser des catégories qui dès lors paraîtront indispensables. Donc il y a une dimension contre-révolutionnaire. Mais les deux peuvent être assez liés. La première dimension, celle qu'il a vraiment très bien pensée, c'est Hegel, quand il essaye de penser constamment l'idée d'unité conceptuelle, par exemple, qui contient une série de différenciations. Le rôle du philosophe de l'histoire, et Marx, ça il le retiendra, Marx, effectivement, il n'est pas aussi idéaliste que Hegel, mais il retiendra cette méthode en tant que philosophe de l'histoire. L'idée, c'est d'avoir des logiques structurelles assez unitaires, et de les penser de façon très unitaire, mais des logiques qui, si on veut qu'elles ne soient pas vides, supposent qu'on différencie un maximum les concepts unitaires. Donc tout le jeu dialectique en fait du philosophe de l'histoire, c'est à la fois de penser des logiques unitaires, avec Marx avec la logique du travail abstrait par exemple, la lutte de classe. de la lutte de classe et des logiques unitaires, mais si on ne différencie pas, si on ne produit pas des différenciations à l'intérieur de ces logiques, on a des concepts vides. Un petit peu comme parfois Marx glisse lui-même un peu là-dedans, en disant Oui, toute l'histoire et l'histoire de la lutte des classes, en mettant sur le même plan la lutte entre bourgeoisie et prolétariat et la lutte entre les esclaves. Je sais pas si chez Marx c'est aussi simple, en tout cas des interprètes de Marx. Ouais, les interprètes de Marx. Je crois que Marx. Et le manifeste de 18. Oui, mais il est revenu dessus lui-même, c'est pas du tout son ouvrage de référence. Dans le Capital, il est beaucoup plus nuancé que ça. Ça, il fait sans cesse la distinction entre les sociétés médiévales et les sociétés qui personnalisent capitalistes les rapports de domination et la société capitaliste où la domination est plus impersonnelle. Donc je pense pas qu'on puisse reprocher ça à Marx, mais plutôt à ses interprètes qui ont picoré certains textes les marxistes, et qui les ont isolés. Mais l'idée c'est ça, c'est qu'on a une unité conceptuelle qui est aussi une unité réelle, mais qui est à distingue. différencier. Ouais. Et du coup, différencier, ça veut dire aussi utiliser d'autres mots, je pense. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, voilà, l'unité... Hegel, dans la préface de la Phénoménologie d'esprit, il dira, voilà, voilà, en critiquant les romantiques allemands, par exemple, qui l'agaçaient particulièrement,
Et là, moi, je trouve qu'on a affaire à un romantisme un peu du point de vue épistémologique chez Ouais. Lordon. Il disait, voilà, c'est de la pure édification. C'est voilà, les concepts de moi, d'être, de Dieu, d'idées, ou d'état, pourquoi pas, mais au sens complètement transhistorique et non différencié. Et c'est analogue à l'être indifférencié qui ne veut rien dire d'autre que le néant. Parce que l'être indifférencié, parce que justement on ne lui pose pas de distinction, il est le contraire de lui-même, donc c'est le néant. Donc finalement l'état général de Lordon c'est le néant, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et c'est de la philosophie qui édifie, donc voilà, qui émeut, mais qui ne produit pas de compréhension concrète, Ouais, c'est qui ça. n'est pas utile non plus pour essayer de lutter dans cette réalité, et donc qui brouille les pistes. Et C'est inintéressant pour les sciences sociales critiques et c'est inintéressant pour la là, politique là, je parle vraiment révolutionnaire. Quoi. d'épistémologie presque de la philosophie de l'histoire, Ouais. mais l'idée, ou même de la philosophie tout court, mais l'idée c'est ça, c'est que l'état général lordonien n'a pas de consistance, et Hegel dira c'est une pure extension sans force pour se rassembler. Ouais. Et Hegel lui-même produira, je trouve, cette Ouais, cette Hegel, lui, il le fait pas édification mal, et ouais. cette extase avec son état. Ouais. Mais l'état, c'est quand même une construction vraiment finale chez Hegel, bon, finale dangereusement, mais en tout cas, l'état n'est pas omniprésent dans toute l'histoire, ou en tout cas, il peut l'être à titre de virtualité, mais il n'est pas de façon institutionnelle solidifié comme chez Lordon. Donc on ne peut pas dire que Lordon soit hegelien, mais en fait, le meilleur hegelien, c'est celui qui comprendra comme Marx que voilà, l'État, à la fin, finit par ne plus être, parce que l'État, c'est le capitalisme, et c'est là-dessus qu'on pourrait réfléchir sur la deuxième question, savoir l'enjeu politique, qui était donc lié à cet enjeu épistémologique. Et l'enjeu politique, il est très clair. Il faut voir ce que font par exemple les économistes modernes dits scientifiques, bourgeois ou marginalistes, keynésiens ou néolibéraux, peu importe. Ils ont tendance à dire que les catégories du capitalisme historiquement déterminées, comme nous l'apprend Marx dans le premier chapitre du Capital, à savoir l'argent, la valeur, l'argent en tant qu'argent, hein, la valeur économique, la marchandise, le travail abstrait, seraient des catégories transhistoriques. Naturel. Pas forcément naturelles au sens où Au sens, elles font partie de la nature la du nature social. de l'homme. Elles Ouais, peuvent exactement. émerger à partir d'un passé préhistorique très lointain. C'est de la généalogie, on s'en fout un peu. Mais l'idée, c'est pas forcément éternel, c'est plutôt naturel parce que ça s'instaure dans une naturalité des rapports sociaux, une naturalité de la nature humaine. Depuis que l'homme est homme, voilà, il a toujours fait du commerce. C'est plutôt un principe généalogique là, à ce niveau-là. Je pense qu'on peut presque aller jusqu'à la préhistoire, mais peu importe. Le travail, c'est l'essence de l'homme, chose que dira parfois Marx de façon un petit peu confuse. On peut voir que ce Marx-là va être réfuté par le Marx tardif. Mais le travail, c'est l'essence de l'homme. La valeur économique, c'est dans la monnaie, il y a toujours eu de la monnaie. La marchandise, on a toujours échangé les biens, etc. Même mais si on tout voit... ça est faux d'un point de vue Non, mais historique. en fait, on voit avec Marx que tout ça émerge avec l'expropriation initiale, par exemple en Angleterre au XVIe, XVIIe siècle, avec l'apparition des producteurs privés, avec un marché autonome et une neutralité axiologique du marché, c'est-à-dire que ça émerge dans la modernité de façon très précise, et donc l'argent en tant qu'argent comme fin en soi n'émerge qu'à ce moment-là, la structure marchande et le travailleur libre aussi, et que toutes ces choses-là sont historiquement déterminées. Donc, quand on dit que l'État, c'est quelque chose de général et presque de naturel, entre guillemets, on ne fait que ajouter à cette naturalisation des catégories une naturalisation de ce qui gère ces catégories qui s'appelle État moderne et qui n'est rien d'autre, comme tu l'as très bien expliqué historiquement. Et on peut peut-être maintenant, juste rapidement, finir là-dessus. Pourquoi aujourd'hui on peut dire que l'État c'est vraiment une forme moderne propre au capitalisme, parce qu'il faut vraiment insister là-dessus pour se faire comprendre. Peut-être que je te laisse donner encore plus d'éclairage historique que tout à l'heure. Et moi, je finirai peut-être aussi sur un truc sur lequel j'ai travaillé. On pourrait conclure là-dessus, ça me paraît important. D'accord. Eh ben, du coup, puisqu'on a déjà parlé du fait que l'État émergeait sous la Révolution, avec la Révolution en France, sous la Révolution française, avec l'unification du territoire et la destruction de toutes les seigneuries et des villes de province, avec du coup le fait que l'État devient la seule force militaire, il n'y a plus de seigneurie, etc., avec le fait qu'il devient la seule puissance capable de lever des impôts, avec le fait qu'il est maître sur tout le territoire et il n'est pas obligé de demander à tel seigneur est-ce que tu peux faire ça pour moi, etc., etc. Donc on est vraiment dans une nouvelle forme. Il y a aussi, c'est quelque chose de très important dans le capitalisme,
c'est la naissance d'un droit unifié. Avant la Révolution française, il y a des centaines de codes, de lois différents qui sont propres à chaque seigneurie, à chaque province, etc., etc. Avec la Révolution française, et surtout avec Napoléon, c'est le code napoléonien sur lequel on est toujours basé, le code civil qui instaure par exemple l'autorité des maris sur les femmes, l'autorité absolue des maris sur les femmes, la propriété privée comme norme juridique absolue, etc., etc. Eh bien, c'est ce droit unifié qui va aussi être au cœur du capitalisme. Et donc, à quoi l'État sert du point de vue du capitalisme? En fait, il ne peut pas y avoir de capitalisme sans État. Ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Et il ne peut pas y avoir non plus d'État sans capitalisme. Alors, bon, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y avoir de capitalisme sans État? Parce qu'il faut une structure qui garantit les contrats de vente de force de travail, d'achat de force de travail, d'achat de matières premières, de vente de matières premières, d'achat de marchandises, de vente de marchandises, de propriété, etc., etc. Ça, c'est le droit qui le garantit. Mais qu'est-ce qui garantit le droit? C'est l'État. S'il n'y a pas une puissance militaire, policière, juridique pour garantir le droit et donc garantir les rapports capitalistes, qui sont tous formalisés juridiquement, hein, quand on signe, quand on va bosser, à la fin, si on est pris, on doit signer un contrat de travail, etc., etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'État, évidemment, assure l'ordre général dans la société capitaliste, qu'il n'y ait pas d'obstruction à la circulation, qu'il n'y ait pas de révolte, etc., etc. Et c'est finalement à ça que lui sert l'armée, la police, à défendre aussi les capitalistes nationaux contre les armées étrangères. Voilà, c'est ça principalement que sert l'armée, à défendre le capital national, même à l'étranger. C'est pour ça qu'il y a parfois des interventions militaires à l'étranger. À défendre contre les révoltes multiples. La Commune de Paris a été réprimée dans le sang par l'armée de l'État français, etc., etc. Et ça, c'est cette deuxième fonction-là. Sa troisième fonction, c'est... le problème dans le capitalisme, c'est que, évidemment, c'est une concurrence généralisée entre capitalistes et entre travailleurs. Et donc l'État, c'est ce qui va faire, ce qui va maintenir un minimum d'unité pour que la concurrence ne devienne pas, pour que la guerre économique ne devienne pas une guerre militaire entre les capitalistes. Donc en fixant un certain nombre de règles, etc., etc. En fixant un certain nombre de règles, une direction commune, en essayant de résoudre un peu les conflits sociaux pour éviter les explosions sociales qui foutraient le bordel. Enfin, disons, l'État a aussi une fonction de contrer la guerre sociale. Alors, elle l'appuie quand elle est menée par les capitalistes, mais quand elle est menée plutôt par les prolétaires, par les individus, par les subjectivités vivantes révoltées, là, l'État va plutôt avoir une fonction répressive, quoi. On arrête la guerre sociale, on fait un petit compromis de salaire, etc., etc. Si ça passe pas, on envoie la police et on liquide tout le monde. Voilà, c'est ce qui s'est passé à de nombreuses reprises dans l'histoire. Une des autres fonctions de l'État, c'est que chaque capitaliste individuel, il n'a pas intérêt à investir dans des infrastructures, dans un système de santé, dans un système scolaire. Parce que quand même, ça coûte cher. Ok, on va me dire, oui, mais l'école privée, ça peut être rentable. Oui, c'est rentable pour les capitalistes qui font l'école privée. Après, pour les capitalistes qui ont besoin de main-d'œuvre formée, si leurs ouvriers, si leurs travailleurs, ils arrivent ultra endettés, ils vont devoir les payer plus. Donc c'est aussi un avantage. L'État, en fait, il s'occupe de tout ce qui n'est pas directement rentable pour les capitalistes, mais qui est nécessaire à l'accumulation du capital. Les infrastructures routières, l'école, le système de sécurité sociale, qui à un moment dans l'histoire du capitalisme deviennent nécessaires. À un moment, quand on est sur des infrastructures technologiques très avancées, on ne peut pas simplement aller chercher des gamins de 8 ans pour faire fonctionner une machinerie hyper complexe. On a besoin d'un système scolaire qui va former des bons travailleurs, qui vont obéir et qui vont être formés et qui vont fermer leur gueule aussi. Et voilà, donc du coup, l'État, le capitalisme a véritablement besoin de l'État. Et on pourrait dire aussi l'inverse, parce qu'une des argumentations de Lordon, et plus généralement de toute cette mouvance keynésienne, et notamment de Bourdieu, c'est d'opposer le politique à l'économique. Et Clément Homs a fait une très bonne brochure qui démontre justement ça. C'est que l'État, pour fonctionner, ne peut pas aller contre l'économique, parce que qu'est-ce qui fait qu'il a une armée qui peut développer des infrastructures, qui peut payer une bureaucratie énorme de fonctionnaires,
qui peut assurer un certain nombre de services, qui peut payer ses policiers, et qui peut assurer sa puissance internationale avec l'armée, la diplomatie, la bombe nucléaire, tout ça, c'est parce que il prélève sur l'économie, sur le capital, l'argent qui lui est nécessaire pour construire, enfin, pour alimenter budgétairement, financièrement, tous ces projets, toutes ces structures, etc., etc. Ce qui fait que, imaginons l'idée absurde, mais qui est pourtant défendue par certaines personnes, d'un État décroissant. Un État décroissant va à l'échec, parce que s'il a de moins en moins de budget, forcément l'État est de plus en plus faible, il se rétrécit. Or, l'État, pourquoi est-ce qu'il a formé historiquement, notamment à partir de la Révolution française, une alliance entre guillemets, hein, c'est très schématique, avec l'économie? Pourquoi est-ce que l'État et l'économie, la politique et l'économie ont fait une alliance indissoluble? C'est aussi parce que l'économie, c'est une base, le capitalisme, c'est une base de puissance pour l'État qui est incroyable et qui n'avait jamais été réalisée historiquement. Pourquoi est-ce que la France, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle, a cherché à imiter l'Angleterre, à imiter ses expropriations, à imiter sa concentration des terres, à imiter le niveau de commercialisation des relations sociales, à imiter, finalement, à imiter le fait que l'Angleterre était déjà capitaliste alors que la France était encore dans l'ancien régime. Pourquoi c'est pas parce que le capitalisme paraissait, disons, meilleur d'un point de vue éthique ou philosophique, ou, etc., etc. C'est parce que le capitalisme assure aux structures de pouvoir, aux structures de domination politique, à l'époque c'était la monarchie absolue, puis après ça va devenir l'État bourgeois en France, parce que ça assure plus de puissance. C'est pour ça aussi que le Parti communiste chinois a fini par passer du capitalisme d'État maoïste au capitalisme d'État, au capitalisme plus libéral, parce que ça lui assurait tout simplement plus de puissance. C'était une puissance relativement arriérée, capitaliste relativement faible dans les années 70, sous Mao. Aujourd'hui, c'est la deuxième puissance du monde. Militairement, peut-être la troisième ou la quatrième. Et donc, du coup, l'État a intérêt à ce que le capitalisme soit le plus fort possible, à ce que le capital soit le plus fort possible, à ce que les prolétaires soient les plus faibles possibles, à ce que l'ordre soit le plus fort possible, etc., etc. Et donc, un État décroissant, un gentil État ou un État je sais pas quoi, c'est une contradiction dans les termes. C'est comme vouloir faire une économie sans exploitation, ou une gentille économie, une économie écologique. La logique même de l'État, qui est celle de la puissance, et la logique même de l'économie, qui est celle de l'accumulation de valeur, de capital, la production de marchandises, etc., etc., font que l'État ne peut pas vraiment être autre chose que ce qu'il est aujourd'hui, et l'économie ne peut pas être vraiment quelque chose d'autre ce qu'il est aujourd'hui. Et donc là, je vais finir là-dessus, c'est le fait que la politique et l'économique marchent main dans la main, et que les keynésiens veulent simplement réformer l'économie. C'est très difficile, c'est même partiellement impossible, puisque l'économie a sa propre logique, c'est pas une logique de on va bidouiller comme ça. L'économie a sa propre logique, l'État a sa propre logique de puissance, etc., etc. Et donc, c'est un peu simple de dire ça peut-être, mais la seule manière de s'émanciper, c'est pas d'avoir un autre État ou une autre économie, comme le dit Lordon, c'est d'abolir, de dépasser l'État et l'économie, de dépasser l'État et le capitalisme. C'est deux fonctions indissociables. Hein. Deux fonctions indissociables, on comme parle un même presque système. de la même chose. On parle presque de la même chose, c'est les deux faces de la même pièce en fait. Et même dans le cadre du biopouvoir que Foucault définit, on n'arrive même plus à distinguer ces deux termes. Mais justement, moi je voudrais rebondir sur cette notion par exemple. Je pense que dire qu'il y a un État transhistorique, c'est penser immédiatement qu'il y a une économie transhistorique. Et on voit que Lordon ne fait aucun travail de démystification, de dénaturalisation des catégories que sont le travail, la marchandise, l'argent, la valeur. Donc on voit que ces deux auto-mystifications lordoniennes concernant l'État et les catégories économiques du capitalisme n'en sont qu'une. Et il faut bien les penser ensemble, je pense. Et pour vraiment s'opposer à ça, il faut relire voilà, tout ce qu'il y a dans le chapitre 1, en particulier dans le sous-chapitre sur le fétichisme du Capital de Marx, sur cette notion, par exemple qu'au Moyen-Âge, on avait des rapports
personnalisé dans les activités productives, que justement on avait des activités productives qui étaient sociables ou échangeables en tant qu'elles étaient particulières et concrètes. Et ça repose sur le fait qu'on n'a plus des synthèses sociales qui reposent sur des formes étatiques séparées ou économiques séparées, mais qui sont aussi des formes de synthèse religieuse complexes, des formes de synthèse personnalisée complexes, et que de ce fait, tout individu moderne qui dira aujourd'hui État, économie, et qui essaiera de penser les sociétés précapitalistes avec ces catégories, sera dans l'anachronisme. Ah et oui. en fait, moi je veux insister sur... Ce qui est intéressant, c'est de voir que certains enjeux épistémologiques qui ont l'air très théoriques et pas du tout pratiques, en fait sont des positionnements politiques. Et c'est là-dessus qu'il Bien faut sûr, insister. bien sûr. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Il ne s'agit pas de faire de la... Bah, les économistes Voilà, bourgeois ont intérêt à dire que l'économie a toujours existé, que pour la rendre indépassable. Si Voilà. vous dites, par exemple, que l'État est aussi nécessaire que la vie collective humaine, il est presque transhistorique, alors de ce fait, il est l'État paraît indépassable. Il est indépassable. Donc de ce fait, moi je me suis posé quand même une question sur le rapport entre Lordon et les communistes libertaires. Quand même, il leur fait un peu du pied dans Hyperium, il a l'impression de les apprécier parfois, même s'il veut les déniaiser, il veut les dégriser parce qu'il les trouve un petit peu utopistes avec leurs rêves internationalistes. Faut savoir quand même qu'il confond ce rêve internationaliste, qui n'est pas un rêve d'ailleurs, mais un projet construit avec le mythe New Age complètement mystique des citoyens du monde. Il a l'air parfois dire que c'est presque la même chose. Donc il est, faux. parfaitement méprisant à ce niveau-là. C'est pas une mystique, l'internationalisme, c'est quelque chose qui repose sur des théories sociales C'est une précises, nécessité. sur des luttes sociales, des institutions internationalistes, bon, qui ont eu parfois des dérives autoritaires impardonnables, hein, mais en tout cas qui existent dans le passé. Donc c'est extrêmement malvenu de dire des choses comme ça. Et puis c'est une nécessité. Je pense que le gros problème de Lordon et de tous les keynésiens, c'est qu'ils pensent qu'une émancipation, enfin en réalité une fausse émancipation dans une économie nationale et dans un État, qu'on bidouillerait un petit peu pour que ça aille mieux. Et ils n'ont pas compris que déjà c'est impossible et que c'est encore moins possible parce que bon, les autres États, les autres économies vont les bouffer. Et donc la seule émancipation possible, elle est mondiale. C'est une émancipation Il faut mondiale. vraiment qu'on insiste là-dessus finalement. C'est-à-dire, plutôt que de dire que l'État est transhistorique, dire que c'est une forme dépassable, et que c'est pas absurde de dire que c'est une forme dépassable, même parce que on a vu tout à l'heure sur la question du keynésianisme qu'il y avait une dévalorisation de la valeur réelle asymptotique qui crée des crises sociales toujours plus graves, crise écologique, crise internationale, géopolitique, tout ce qu'on voudra, crise aussi l'exploitation des femmes, etc., de tous les individus réifiés, qui faisait que le capitalisme n'était pas viable à long terme, et que de toute façon, on devra passer à d'autres formes. Mais reste à savoir comment. Je vois par exemple un type comme Stephen Hawking, qui il n'y a pas longtemps, disait bon, on n'a plus que 1000 ans, je pense qu'il est optimiste d'ailleurs, on n'a plus que 1000 ans à vivre, parce que lui il se dit que le capitalisme va encore durer 1000 ans. Hein. Stephen Hawking aussi est complètement dans un paradigme économiciste, c'est des gens qui n'envisagent pas qu'on puisse changer. Et donc, plus que 1000 ans, et même il envisage d'aller sur Mars, etc., des trucs complètement délirants. Ouais. Mais l'idée c'est ça, c'est que les utopistes aujourd'hui, c'est ceux qui nous disent que l'État est indépassable, en plus qu'il est général, que le capitalisme va pouvoir perdurer encore longtemps à visage humain ou keynésien ou tout ce qu'on voudra. Ça c'est utopiste, parce que c'est des gens qui veulent édifier un monde sur un sol totalement friable. C'est ça l'utopisme, hein. C'est ça la naïveté, et c'est lui l'idéaliste, utopiste. Et ceux par contre qui ne sont pas utopistes, qui se disent qui ont compris cette dévalorisation asymptotique de la valeur réelle, ces crises nécessaires et cycliques, qui ont compris ça, savent qu'on ne peut pas édifier un monde sur un sol friable, et qui donc se disent de deux choses l'une. Ou bien, cette crise tendancielle et asymptotique mène lieu au désastre, ça peut être n'importe quel désastre, écologique, nucléaire. Asymptotique, pour asymptotique, préciser, ça veut dire qu'elle est exponentielle. Pas exponentielle, mais continuellement différée, qui ne s'arrête pas. C'est pour dire que... Ah oui, t'as raison, ça veut dire qu'elle on peut pas être quiétiste en pensant que ça va finir du jour au lendemain. Il faut lutter. Quiétiste, ça veut dire qu'on peut pas attendre à se dire le capitalisme va s'effondrer. Non, c'est asymptotique, c'est-à-dire que ça n'arrête pas d'être pire en pire. Oui, c'est ça. Donc de ce fait... C'est un effondrement lent. C'est ça. C'est pas ça va s'arrêter et un jour, du coup, on sera libéré du capitalisme parce qu'il se sera effondré tout seul. Voilà, tout à fait. Mais je finis juste sur cette idée, c'est-à-dire de deux choses l'une. Donc il y a Lordon qui est utopiste en pensant qu'on peut établir sur un sol friable quelque chose, donc qui nous entraîne vers des choses désastreuses.
malgré lui, j'imagine, mais il ne s'en rend pas compte, c'est un marginaliste. Il y a ensuite une possibilité pour que cette crise asymptotique, voilà, débouche sur des formes extrêmement violentes de transformation. Et il y a enfin la possibilité, par exemple, de certains communistes libertaires qui est, voilà, on anticipe et on essaye de penser des transformations conscientes, pas violentes. C'est ça l'idée, c'est qu'il y a aussi une forme de, voilà, de contre-violence qui peut être moins violente que la violence extrême de la crise asymptotique indéfiniment prolongée. Donc le réalisme, il est là, et même la responsabilité et la conséquence, elle est là. Et je finirai juste sur une chose, tu parlais de politique tout à l'heure pour parler de l'État. Là, c'est une divergence qu'on a, on en a parlé parfois. Moi, je pense que l'État, c'est la gestion bureaucratique de l'économie, et que bureaucratie étatique et économie sont indissociables, mais que c'est par la politique, au sens fort, pas du tout au sens qui était fallacieusement attribué à l'État, mais au sens fort, c'est-à-dire au sens, par exemple, de Hannah Arendt, de faire émerger quelque chose de nouveau en tant que nouveau. Oui, l'auto-organisation, L'auto-organisation, qui fait émerger de nouvelles voilà, institutions. Arendt, elle dit par exemple qu'il est infiniment improbable voilà, qu'un homme pose un acte libre dans des processus historiques, mais c'est ce qu'il peut parce qu'il est politique. Là-dessus, elle se réfère à la Grèce antique, mais on n'est pas obligé d'avoir cet ancrage historique aussi particularisé. On peut retenir juste cette idée que la politique, au sens fort, c'est faire émerger du nouveau, voilà, dans des structures institutionnelles, etc., qui empêchent cette émergence, voilà, qui créent des processus de plus en plus cycliques, de plus en plus désespérants, et qui créent toujours plus de comportements et plus d'actions. Et donc, de ce fait, au sens fort, cette politique-là, je crois que Fischbach, il va critiquer Arendt pour cette raison-là, parce qu'il pense que Arendt, elle naturalise la politique. Je ne suis pas d'accord avec lui, parce que Arendt, elle ne parle pas d'État à ce moment-là. Elle parle d'une disposition humaine, qui n'est pas forcément liée à une nature de l'homme, mais à l'action même, à l'action politique. Et donc, de ce fait, je dirais, il faut réhabiliter cette forme de puissance révolutionnaire politique, qui justement se fonde, voilà, c'est la dernière chose que je voudrais dire, se fonde sur ce que Arendt appellera une forme de promesse. C'est-à-dire on se promet de ne plus jamais accepter un monde comme ça, on se promet de ne plus jamais accepter ce monde de destruction et de fonder dynamiquement quelque chose de nouveau. Et donc Arendt résout cette question de la réversibilité des contrats et d'irréversibilité, soi-disant, de l'engagement dans le contrat d'un citoyen avec l'État que pose Lordon. Lordon, il dira, oui, le problème, ça pose un problème, cette réversibilité des contrats dans le communisme libertaire, par exemple, parce qu'il n'y a pas un engagement sur la durée, ça ressemble trop au libéralisme. Et là-dessus, il confond libéraux et libertaires. Mais moi, je dirais plutôt qu'il y a plutôt une inconséquence dans les sociétés étatiques capitalistes au niveau de contrats qui sont figés par un droit formel bourgeois, mais qui à la fois sont constamment violés au niveau même, Oui. par exemple, des droits de l'homme par les bourgeois capitalistes. Et par contre, la réversibilité des contrats dont tu parlais concernant une société communiste libertaire possible dans le futur, moi je dirais post-capitaliste libertaire, j'aime pas trop encore trop définir ces choses-là, mais post-capitaliste libertaire sans État et sans économie, et ben sur la base d'une fondation dynamique où qui se base sur le refus de l'ancien monde aussi, et l'émergence du nouveau en tant que nouveau, il y a quelque chose d'irréversible qui se joue, d'entièrement nouveau, c'est un peu presque l'entrée dans l'histoire, parce que Marx il dira que c'est que la préhistoire, hein. On est encore à la préhistoire pour Marx, c'est-à-dire on est encore sur une division naturalisée du travail, c'est la préhistoire, c'est la barbarie. Pour Marx, on est à la préhistoire, donc c'est l'entrée dans l'histoire qui est quelque chose d'irréversible, et donc la réversibilité des contrats dont tu parlais concernant le communisme libertaire se fera sur fond d'irréversibilité qui n'est rien d'autre que la linéarité de l'historique et de la liberté humaine. Et c'est ça qu'il faut répondre à Lordon. Ouais, voilà. Et à Lordon, mais pas à Lordon en particulier, à ce qu'il représente. C'est pas, lui, il ne nous intéresse pas, je veux dire, c'est un nom sur un bouquin. La personne ne nous intéresse pas, c'est un symptôme Lordon. Ouais. Et du coup, ça renvoie presque à la différence qu'on pourrait faire entre justement ce qui pourrait être ce qui est théorisé dans la communisation sur l'insurrection de crise, etc. L'activité de crise, l'insurrection de crise, le fait que dans l'émancipation révolutionnaire du capitalisme, en même temps se créent des nouveaux rapports sociaux, presque l'inverse de cette insurrection de crise mondiale suite à une phase de crise particulièrement dure où tout le monde se révolte contre les structures capitalistes et étatiques et crée en même temps un monde nouveau avec des rapports sociaux nouveaux, etc. L'inverse, c'est l'insurrection de Lordon, dont il parle à un moment dans le capitalisme désir et servitude, qui est une espèce d'insurrection qui dure 3 jours, un petit peu comme dans Trépalium, d'ailleurs la série Trépalium,
qui vire les méchants oligarques néolibéraux et qui met à la place des gens sages et bienveillants et tout ça. Et cette insurrection-là, c'est exactement le modèle de l'Union soviétique. Et donc, c'est un modèle où on change juste les personnages et on continue de jouer la même pièce. On reconduit les mêmes structures de domination. Et donc, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Et même si lui, évidemment, il veut pas refaire l'URSS, mais plutôt une espèce de truc un peu plus sociodémocrate. Les 403 sont renversés, la grève sauvage générale. Les forts finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les blousons noirs sont à l'affût, lance-pierre contre lacrymogène. Les flics tombent morts au coin des rues, nos petites filles deviennent des reines. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel, la Chaux-Pied, l'Arc de Triomphe est renversé. La place Vendôme n'est que fumée, le Panthéon s'est dissipé. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les maquisards sont dans les gares, à Notre-Dame on tranche le lard. Paris retrouve ses fêtards, ses flambeurs et ses communards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Toutes les centrales sont investies, les bureaucrates exterminés. Les flics sont sans merci pendus à la tripaille des curés. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le vieux monde va disparaître après Paris, le monde entier. Les ouvriers sans Dieu, sans maître, autogestionnent la cité. Il est 5 heures, il est 5 heures, le nouveau monde s'éveille. Il est 5 heures et nous n'aurons jamais